aussi un chef d'entreprise et je suis aussi quelqu'un de très actif dans les écosystèmes d'innovation. Donc très rapidement, je siège au directoire du pôle de compétitivité systématique, qui est un cluster francilien basé à Saclay. Et je suis co-dirigeant d'un syndicat d'innovation, le SINOV, et j'administre aussi une association de business angels dont l'objectif est de financer l'amorçage de jeunes startups très innovantes. Je vais rebondir complètement sur ce que Sandrine a dit, que j'adhère totalement et je vis ça aussi au quotidien avec mes entreprises. Et je vais aller un petit peu plus loin d'un point de vue politique, on va dire. Ça fait quelques années que je m'intéresse un petit peu aux situations d'échec en fait, chez les entreprises innovantes et pourquoi on n'a pas plus de champions qui émergent. J'ai écrit un petit livre sur ce sujet-là. Et grosso modo, je me suis rendu compte rapidement que, et c'est pour ça que je soutiens la candidature d'Axel dans la circonscription, il fallait probablement faire rentrer à l'Assemblée des compétences de terrain ou des gens qui ont l'écoute attentive des retours terrain pour aller dans le détail de mesures qui peuvent soutenir l'innovation. Je vais vous prendre quelques exemples tout à fait significatifs à mon sens. Il y a une unanimité sur l'efficacité du crédit impôt recherche. Voilà, c'est ce qu'on entend dire de tous sens. Cette mesure, qui est la première dépense fiscale en France, à peu près un peu plus de 5 milliards d'euros par an, effectivement quelque chose qui est très communiqué, mais sur lequel on ne fait pas les bilans précis en termes de création d'emplois, de création de valeur, d'impact sur l'économie, sur le commerce extérieur. La réalité de la chose, c'est qu'on est dans une phase de politique de communication, et il faut passer de cette phase-là, sans perdre les objectifs, à de l'efficacité sur les mesures. Le crédit impôt recherche, aujourd'hui, c'est 80% pour les grandes entreprises. C'était tout à fait logique il y a 20 ans, parce que l'innovation venait des grands groupes il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est passé dans une ère numérique. Les grands groupes ne peuvent plus innover à une vitesse, je dirais, compétitive mondiale. Et donc, elles ont besoin des petites entreprises, des petites équipes innovantes pour les aider. Donc aujourd'hui, on voit déjà qu'il y a un problème de cursus sur ces mesures-là, qui ont été complètement déloquées pour les grandes entreprises il n'y a pas très longtemps, et dont à peu près 4 milliards d'euros par an partent vers des grands groupes, qui, pour une grande partie, pourraient se payer leurs efforts de R&D. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider la recherche et l'innovation dans les grandes entreprises. Ce que je dis, c'est qu'il y a des exemples qui fonctionnent dans les pôles de compétitivité, où on favorise les projets collaboratifs entre des PME, des start-up, des laboratoires de recherche et des grandes entreprises. Ça permet aux projets d'avancer plus vite et ça permet d'avoir potentiellement des impacts économiques forts. Donc c'est une première piste sur le CIR pour les grands groupes. Peut-être faudrait-il conditionner ça à des projets collaboratifs comme ça. La deuxième chose, vous avez beaucoup de grands chefs d'entreprise du CAC 40 qui disent, pas devant des journalistes, qu'on leur finance leur R&D et qu'on finance aussi en même temps l'aggravation du commerce extérieur français. Pourquoi ? Ces grands groupes-là font la recherche en France parce qu'elles sont très bien financées, on les aide beaucoup. Mais après, quand il s'agit de passer dans les processus industriels, il n'y a aujourd'hui aucun impératif à toucher ces budgets-là et à travailler après sur les développements industriels sur le territoire. C'est une erreur fondamentale. Si on veut aider les grands groupes à innover, il faut regarder celles qui ont aussi un impact industriel. On est dans un processus très important de volonté de réindustrialisation. On peut très bien lier ces mesures-là à un impact industriel, y compris à long terme sur le territoire. Un dernier point, les petites entreprises aujourd'hui, et là on tourne vraiment au drame de la situation actuelle, les conditions d'attribution du crédit impôt recherche, dont on a dit beaucoup qu'elles avaient été simplifiées notamment pour les PME, sont en train de se durcir. Et les petites entreprises qui représentent un petit 20% des montants investis par l'État, aujourd'hui voient la part de leur recherche et leur développement baisser dans les aides. Et ça met, croyez-moi, beaucoup de petites sociétés en difficulté. Donc je dis juste que faire rentrer des gens comme Axel Kahn à l'Assemblée nationale, et ce n'est pas le seul, hein, on a des gens au Parti socialiste qui sont très compétents en la matière, je citerai par exemple Michel Destot, le maire de Grenoble, qui fait beaucoup en la matière, eh bien ces gens-là... Geneviève Fiorasso. Geneviève, bien entendu. Ces gens-là auront l'écoute du terrain et veilleront à ce que, in fine, quand les lois sont écrites, elles vont bien, elles sont cohérentes avec les objectifs et elles ne répondent pas à des intérêts particuliers de grands groupes qui sont très forts pour faire du lobbying à la fin.
Je prends un deuxième exemple rapidement qui est très important. On a un problème en France de financement de l'amorçage des entreprises innovantes. Il y a une loi qui a fait beaucoup de bruit, la loi TEPA, dans laquelle il y avait un volet sur le financement des PME. C'est une très bonne idée. Il n'y a pas d'autre source de financement privé aujourd'hui que l'investissement individuel dans les startups. Il faut savoir que le capital risque ne veut pas aller, c'est trop risqué, ne va pas dans ces domaines-là. Pourquoi? Parce qu'il y perdrait de l'argent, et donc c'est des gens qui n'aiment pas beaucoup perdre de l'argent. Donc les aides fiscales, les incitations fiscales sont très fortes. Cette dépense fiscale, c'était à peu près 900 millions d'euros par an. On estime que moins de 10% de ça est allé vers les entreprises innovantes risquées. Pourquoi? Parce que la manière dont les lois étaient écrites permettait à des sociétés d'investir dans des entreprises non risquées, dans des filiales non risquées, et que grosso modo, on est parti vers de l'optimisation fiscale, alors que si par exemple on dit les investissements directs ou les investissements via les FCPI doivent aller exclusivement vers des jeunes entreprises innovantes, et je dis même plus loin des TPE, eh ben on va éliminer 80% des abus de ces lois-là. On va probablement faire des économies fiscales et on va multiplier l'efficacité de ces mesures. Dernier exemple qui a fait beaucoup de mal dans le territoire il n'y a pas longtemps, il y a eu une situation l'année dernière, on a rogné sur un mécanisme très important qui est celui de la jeune entreprise innovante. Il faut comprendre que ce genre de dépenses-là aide les entreprises qui ont 2, 3, 4 ans, 5 ans de développement avant d'avoir un produit sur le marché à continuer. Il s'agit de quoi? Il s'agit de dire que tous les efforts de R&D dans ces boîtes-là ne sont pas soumis aux charges sociales. C'est très important pour les startups, ça fait une grosse différence et ça leur permet d'embaucher. Cette mesure coûte à peu près 150 millions d'euros par an au maximum, c'est-à-dire rien par rapport aux budgets généraux d'innovation. On est allé chercher 20 millions ou 30 millions d'euros d'économies en réduisant la durée et en réduisant la part. Ça met ce genre de situation d'instabilité, met les jeunes entreprises en difficulté, et vous avez directement des boîtes qui font faillite parce qu'elles ne trouvent pas les financements de bridge pour aller au-delà de ces étapes-là. Alors, en conclusion, ce que l'on souhaite faire tous ici, c'est continuer les efforts, le développement des écosystèmes locaux qui fonctionnent très très bien et qui sont des lieux d'échange, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais aussi des échanges transgénérationnels entre des chefs d'entreprise expérimentés et des jeunes très créatifs qui peuvent aller vite dans le projet mais qui ont besoin d'être aidés par des gens qui ont déjà fait des choses derrière. Donc ça, l'impact des municipalités comme la ville de Paris, des régions et des écosystèmes qui sont créés avec les incubateurs et les clusters, c'est fondamental. Il faut maintenant aussi avoir une cohérence sur les objectifs, donc faire en sorte que les lois de soutien à l'innovation correspondent bien dans le détail aux objectifs fixés. On va faire des économies de dépenses fiscales, et on va multiplier les potentiels de création d'emplois et l'impact du COMEX extérieur. Voilà un petit peu le sens, moi, de mon engagement. Ça paraît un petit peu technique, mais je vous assure que la réalité de ces choses-là est technique. C'est pour ça que les candidats n'en parlent pas devant la télé, grosso modo, ça ennuierait beaucoup de gens qui ne comprendraient pas. Mais ce qui est important, c'est que les gens qui rentrent à l'Assemblée soient conscients de ces choses-là, soient à l'écoute et fassent en sorte que les choses évoluent dans le bon sens. Merci beaucoup Pierre.